des chants, des activités sportives ou culturelles, comme moyen de faire entrer l'enfant dans la culture. Et enfin, le troisième modèle, celui dans lequel moi je déploie ma pédagogie, mes pédagogies, pédagogie de la décision, c'est l'individualisation, qui est quelque chose qui prend en charge la question de la place de l'individu dans la société. Et pour cela, on met en place des instances, comme les réunions d'enfants, que vous connaissez certainement, qui permettent de décider ce que fera un enfant pendant un séjour, pendant une colo. Alors, je m'intéressais donc plus particulièrement aux pédagogies de la décision. Il y a une petite histoire par rapport à cette pédagogie-là. Ça se déroule à la fin du 19e siècle à New York. Un pasteur qui s'appelle William Ripper George, on va dire surtout pour bien retenir son nom, est dans un parc et il a devant lui des gens qui sont en train d'envoyer des morceaux de pain pour les pigeons. Et de l'autre côté de la grille du parc, il y a un jeune qui vit dans la rue et qui regarde la scène, et on comprend que de son point de vue à lui, ce pain qui est destiné aux pigeons lui intéresserait relativement. Et ce pasteur se pose là des questions sur comment on peut prendre en charge ces jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces jeunes. Et il a de la famille à la campagne, à Freeville, qui est dans la grande banlieue new-yorkaise, et il décide en fait d'emmener ces jeunes avec lui là-bas. Et il va inventer dans la pratique quotidienne de ce lieu, à Freeville, ce qu'il va appeler une république des jeunes. Donc c'est l'idée que cet espace pourrait fonctionner à l'image de la société. Donc en gros, on va y retrouver les institutions classiques de la société, un tribunal, une prison, une banque et un parlement. Donc un endroit où on va pouvoir décider des règles de fonctionnement de la colonie de vacances pendant le temps où les jeunes vont s'y trouver. Et cette façon de faire est tellement incroyablement moderne pour l'époque, on est à la fin du XIXe siècle, que, en particulier dans ce Parlement, les filles et les garçons vont proposer des lois, ce qui est juste pas encore possible dans la société américaine de l'époque. Et puis, ils vont avoir l'idée que, comme on obtient une monnaie locale, qu'il a inventée lorsqu'on fait des choses qui ont une visée pour la collectivité, on va dire, comme à un moment donné, il avait besoin de creuser une tranchée pour amener l'eau courante dans la colo, qu'on pouvait obtenir de la monnaie pour avoir fait ce travail-là. Il va décider, les jeunes vont décider entre eux que si on n'obtient pas d'argent parce qu'on est malade, par exemple, donc on ne peut pas travailler, on ne peut pas produire une activité qui va nous permettre d'obtenir de la monnaie, alors collectivement, on va mettre de l'argent de côté pour que ces collègues, ces jeunes qui ne sont pas en capacité de travailler, puissent quand même pouvoir avoir accès à plein d'autres activités du séjour. Et en fait, en gros, ils sont en train d'inventer la sécurité sociale. Et on est toujours à la fin du 19e siècle, la sécurité sociale, que ce soit en Angleterre, en France ou aux États-Unis, arrivera plutôt au moment de la Seconde Guerre mondiale. Ce pédagogue, William Ripper George, aura une influence considérable au niveau de la pédagogie en général, et particulièrement de celle qui concerne les colonies de vacances, évidemment. Par exemple, Janusz Korczak, qui est le père de la Convention internationale des droits de l'enfant, va retrouver, il est en Pologne, il va retrouver vers les années 30, 20-30, lorsqu'il sera lui-même animateur de colo, il va retrouver un tribunal qui est là, présent dans la colo. Donc il va découvrir en fait le fonctionnement de ce tribunal. Et lui, il va en faire quelque chose de central dans la pédagogie qu'il développera. En particulier, il va essayer de trouver comment ce tribunal permet de prendre en compte le droit de chaque enfant dans le séjour. Il va développer des règles tout à fait incroyables. Par exemple, il va créer une règle qui est le droit de se battre. Donc, quand un enfant est en colère contre un autre enfant, il a la possibilité de se battre avec lui, mais il faut qu'il le décide en passant par la règle.
Donc il faudra qu'ils organisent ce combat à un moment donné dans le fonctionnement du séjour. En fait, j'y reviendrai plusieurs fois, ce qui le permet de construire grâce à cette règle, c'est de surseoir à la violence de l'émotion telle qu'elle arrive au moment où elle arrive là brutalement. En permettant qu'elle soit déplacée dans la durée, en fait, elle prend une autre fonction. Se battre quand on a à décider qu'on doit le faire tel jour, à telle heure, à tel endroit, avec telles conditions pour le faire, évidemment, n'a plus du tout la même logique. Il y a d'autres personnes qui vont reprendre cette expérience de William Robert George. Je pense à Makarenko, qui est un pédagogue russe qui, lui, développera sa pédagogie au moment de la Révolution russe en 1917. Il s'adressera en particulier aux jeunes qui sont orphelins en lien avec cette révolution russe. Il y a le psychanalyste Lane, un psychanalyste américain, qui développera aussi à partir de ce modèle, ou encore Alexander Neal, Libre enfant de Summersville, évidemment, où on retrouve à l'intérieur du fonctionnement des libres enfants de Summersville aussi la présence d'un tribunal. De façon plus récente, et par un détour assez incroyable finalement, Jean Housset, qui est quelqu'un qui a écrit beaucoup sur les colonies de vacances, a retrouvé le même modèle à travers deux pédagogies, ce qu'on appelle la pédagogie institutionnelle et la pédagogie autogestionnaire. Il va en particulier, lui, développer toujours la question des réunions d'enfants. Ça, c'est central. Dans toutes ces pédagogies, à chaque fois, on retrouve la présence de réunions d'enfants. Mais aussi, il va y ajouter quelque chose qu'il appelle le cahier de râlage, qui vient de la pédagogie institutionnelle, dans les internats. Et j'y reviendrai tout à l'heure, je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne. Pour ma part, moi j'ai suivi le mouvement de Jean Housset. J'ai en 1995 découvert ce modèle pédagogique en le faisant. C'est-à-dire que je ne l'ai pas découvert par la littérature. Voilà, j'ai vraiment acquis ce modèle en me retrouvant à l'intérieur et en étant moi-même confronté au dépaysement, on va dire, que produit le fait d'être dans une pédagogie qui n'est pas la sienne. Et donc, voilà. Et après, j'ai développé mes propres pratiques. J'ai rajouté quelque chose d'autre à partir de la réunion et du cahier de râlage, qui sont le comment ça va, et j'expliquerai ça aussi tout à l'heure, et le quoi de neuf. Deux pratiques qui sont liées à la pédagogie institutionnelle. Enfin, pour le dire, mais vous le retrouvez après dans le document final, il y a un auteur qui s'appelle Ronan David, qui a développé cette pédagogie dans des colonies de vacances maternelles. Donc, pour dire que voilà, on peut trouver aussi dans toutes les tranches d'âge finalement cette pratique. Alors, comment ça se passe la vie dans une colonie en pédagogie de la décision? Si je reprends par exemple Sébastien Pesse, qui est professeur à Tours et qui a utilisé ce modèle pédagogique, lui, il avait une pratique qui était la suivante. Pendant 3 jours, l'ensemble de l'équipe d'animation préparait le séjour. Tout était organisé, les activités, les moments de repas, etc. Et il donnait comme règle, et tout le monde était au courant, qu'au bout de 3 jours, rien n'était prévu. Donc, en fait, il appelait ça la colo provisoire puisque prévu sur 3 jours. Et au-delà, eh bien, tout le monde devait s'emparer du fonctionnement et dire ce qui allait se passer. Et c'était là, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose où le terme pédagogie de la décision prend tout son sens. Dans les pratiques que je développe, on avait mis en place un protocole dans la réunion qui était de commencer par le cahier de râlage. Alors qu'est-ce que c'est un cahier de râlage? Je vais vous donner un exemple très simple d'un enfant avec lequel je me suis retrouvé confronté à ça. C'était à Montreuil, dans un centre de loisirs. Et je passe dans la salle principale et il y a un enfant qui est là et qui est très en colère. Vraiment, il exprime sa colère par rapport à un autre enfant avec lequel ça ne se passe pas bien du tout. Et je
je vois juste à ce moment-là, il y avait le cahier de ralage qui était posé sur une table. Je lui dis, mais est-ce que tu as pensé à l'écrire, ce que ta colère? Il dit, ah, non, non, pas du tout. Bah, vas-y, pose cette colère sur le cahier et voilà, dis, je râle contre un tel pour telle et telle raison. Et puis on en parlera à la réunion. Donc, il prend son stylo et il note les choses qu'il reproche à cet autre enfant. Et puis il part aussitôt faire des activités. C'est-à-dire que, comme un effet magique, le fait d'avoir posé sur ce cahier sa colère, ce qui le préoccupe par rapport à l'autre enfant, le libère complètement et peut le remettre en circulation, j'ai envie de dire, dans des activités. Lors de la réunion, en fait, le cahier de ralage, il y a deux possibilités. Soit l'enfant dit, ok, on va lire ce qui est marqué, ou alors il peut décider, on ne le lit pas. C'est-à-dire qu'il y a un droit à l'oubli, finalement, par rapport à la difficulté qu'on a pu rencontrer. Et donc, on commence la réunion par la lecture du cahier de ralage. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, dans le fonctionnement de cette pédagogie, que si on passait d'abord par les émotions, en fait, on avait quelque chose qui allait se passer dans l'articulation avec le deuxième temps de la réunion, qui était qu'est-ce qu'on va faire ensemble, quelles activités on va faire. Eh bien, le fait de parler d'abord des émotions, la deuxième partie de la réunion, alors, a pour fonction de régler la relation qu'on a les uns avec les autres. Par exemple, des enfants peuvent décider, après avoir discuté longuement sur un problème qu'ils ont entre eux, qui les prend émotionnellement, ils vont pouvoir décider d'organiser des activités où ils vont éviter d'être ensemble entre ceux qui sont les protagonistes du problème émotionnel. C'est-à-dire qu'ils vont trouver par eux-mêmes une façon de s'organiser sur le temps présent à partir des émotions qui sont produites et comment on peut les gérer. Alors qu'est-ce qu'il y a comme enjeu autour de la question de la prise en compte des émotions? Je vais partir d'un autre endroit, Habermas, le philosophe, qui a beaucoup travaillé sur l'intercompréhension des acteurs et comment ça s'organise. Et pour lui, l'intercompréhension des acteurs passe nécessairement par la construction de règles du débat. C'est-à-dire que, on revient à notre fameuse réunion qu'il y a dans la pédagogie de la décision, en fait, il nous dit qu'en quelque sorte, si on veut que le débat se passe bien entre des acteurs, il faut qu'il y ait des règles précises à l'organisation du débat. Cette façon de voir a été a une très grande influence sur tous les gens qui travaillent sur la question de la participation, mais elle a été critiquée en particulier par les féministes. Les féministes ont dit, ok, d'accord, on est du côté de la rationalité du débat, des règles du débat, mais ça met de côté quelque chose qui est relativement important quand même dans l'histoire, ce sont justement les émotions. Les paroles empreintes d'émotion ne sont pas prises en compte dans les règles de fonctionnement du débat. Donc ça suppose qu'il y ait une organisation de la façon de faire pour le débat, où l'émotion a toute sa place. L'autre chose qui est importante dans l'organisation du débat, c'est qu'il s'agit bien d'articuler la question des émotions, mais de tout le monde. On n'a pas les adultes d'un côté, les enfants de l'autre. Ce qui est mis au débat par les enfants ou par les adultes à travers le cahier de ralage concerne l'ensemble des acteurs présents. La coprésence dans un séjour fait que de nombreuses émotions sont présentes et il s'agit de prendre en charge l'ensemble de ces émotions-là. Autre point, donc au-delà de cette question des règles du débat, autre auteur, Omar Zana, qui est quelqu'un qui a travaillé sur la question des émotions auprès des mineurs incarcérés, nous dit la chose suivante. Les mineurs qui sont incarcérés comprennent les règles qui font qu'ils sont arrivés en prison. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ils acceptent finalement les normes qui ont décidé de leur vie et
que le fait qu'ils aient été conduits en prison. Par contre, il y a quelque chose qu'ils ont du mal à appréhender, c'est le fait que ce qu'ils ont fait a pu avoir des conséquences sur des personnes, c'est-à-dire ça a pu toucher des individus, ça a pu produire de la souffrance chez quelqu'un d'autre. Donc, compréhension d'un homme d'un côté, difficulté d'accéder à l'émotion de l'autre. En ayant découvert ça, il s'est posé la question de est-ce qu'on pouvait développer l'émotion, est-ce qu'il y avait une façon de développer l'émotion, la prise en compte de l'émotion, pardon, pas le développement de l'émotion elle-même, mais la prise en compte de l'émotion, et il a beaucoup travaillé sur la notion d'empathie. Et en particulier, il met en avant le fait que la capacité donc de reconnaître l'émotion de l'autre se développe dans un moment de la croissance de l'enfant, se développe. En gros, il dit entre 10 et 13 ans, il y aurait une capacité à saisir l'émotion qui se construirait dans cette période-là. Le fait que, à partir de là, il a créé toute une série de jeux qui permettent en fait de développer l'émotion, la capacité à entendre l'émotion, excusez-moi, je me trompe à chaque fois, l'empathie, à partir en particulier de jeux où quelqu'un joue une scène avec de l'émotion, ou en mime. Par exemple, je joue la colère, et les autres enfants doivent identifier l'émotion qui est produite par l'individu. Et en fait, quand on développe apparemment ces jeux-là, ça a des effets sur la capacité à reconnaître dans la posture et la présence de l'autre son émotion en fait. Mais il y a quelque chose de plus important qui se développe derrière tout ça, c'est qu'en développant des pratiques où on prend en compte l'émotion, il y a la question du fait que des enfants peuvent être blessés par quelque chose qui leur est arrivé dans la façon dont on les a pris en compte, ou justement on ne les a pas pris en compte. Et cette capacité à reconnaître chez l'autre le fait qu'il a été touché par un acte qu'on a produit est quelque chose de vraiment très important pour nous. Du coup, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, je disais qu'il y avait une autre institution qui s'appelait le Comment ça va. Le Comment ça va, c'est une simple question, pas plus compliquée que celle-ci, hein, comment ça va, qu'on pose aux enfants dans les colonies de vacances quand on fait le coucher, en fait, au moment où ils sont dans leur chambre, et voilà, c'est le soir. Et quand on pose cette simple question, on attrape toute une série de choses sur la façon où l'enfant vit sa présence dans un environnement. Et on peut, de ce fait, avoir plusieurs options. D'abord, on peut renvoyer des choses vers le cahier de râlage. Donc peut-être qu'il y a des choses qu'il vit difficilement dans le réglage des personnalités à l'intérieur du séjour. Et puis, il y a des choses qu'on peut entendre, recevoir de sa façon de vivre sa présence dans la colo. En particulier, la question du dépaysement, la question de l'éloignement avec son chez lui peut se poser. Alors, je posais en préalable dans mon titre l'idée qu'il y a un enjeu démocratique à travers la question de la prise en compte des émotions. Je m'appuierai pour ce point-là, pour conclure en fait mon propos, sur une auteure qui est une historienne de la Révolution française, Sophie Vanish, et qui a beaucoup travaillé sur le fait que ce qui a été probablement au cœur de la construction de la Révolution française était la question des émotions. Ça va être un peu lapidaire, mais ça va conclure mon propos. Une phrase de conclusion. La réunion avec les enfants, en fait, est bien plus que le lieu où se décide ce qui va être fait ensemble. C'est l'endroit d'abord où se construit le sentiment d'être justement traité. Je vais faire mes conclusions là-dessus.